Bienvenue dans ce premier épisode de Spielbergologie, l'émission consacrée à Steven Spielberg. Aujourd'hui, on va tricher un peu. Je parle de tricherie parce que le film en question n'est pas sorti au cinéma de base. À la base, il s'agissait d'un téléfilm diffusé en 1971, mais ce téléfilm a eu tellement de succès qu'il a eu le droit à une sortie cinéma en 1973. Vous l'aurez compris, il s'agit de Duel, le tout premier long métrage de Spielberg, qui avait auparavant travaillé que sur quelques épisodes de série et 3 courts-métrages dont un inachevé. Le film est à la base tiré d'une nouvelle de Richard Matheson, une nouvelle racontant une anecdote qui lui était réellement arrivée, en bien moins impressionnant que le film bien sûr. Le 22 novembre 1963, le jour de la mort de John F. Kennedy, oui je sais à que le monde est petit, Matheson et un ami à lui se sont fait agresser par un semi-remorque qui a voulu leur faire avoir un accident avant de disparaître dans le désert. Cette expérience l'a tellement traumatisé qu'il en a écrit une nouvelle. Emballé par cette histoire, le jeune réalisateur décrira à l'époque comme semblable à du Hitchcock. Spielberg parvient à récolter auprès des Universal Pictures $400,000 pour la réalisation de son téléfilm. Téléfilm qui rencontrera un tel succès qu'il pourra devenir international et avoir droit à sa sortie au cinéma. Alors, tout ça c'est bien joli, mais de quoi ça parle, Duel ? David Mann, représentant en informatique, doit se rendre à un rendez-vous d'affaires en traversant la moitié de la Californie. Mais la route sera plus dure que prévu, au volant d'une voiture quelconque, il est amené à doubler un énorme poids lourd transportant des matières inflammables. Le routier, qui a gonflé le moteur de ce monstre, ne va plus lâcher David Mann, le talonnant, le percutant, zigzagant devant lui, le guettant après 3 arrêts dans des stations-service. Jamais Mann ne voit le visage du conducteur, et il va devoir trouver une stratégie pour remporter ce duel à mort. Le film va s'axer autour de 2 personnages, celui de David Mann, interprété par Dennis Weaver, que Spielberg a repéré dans La soif du mal d'Orson Welles, et le chauffeur du camion, interprété par Carrie Loftin, un cascadeur professionnel réputé pour être un as du volant et qui s'était déjà illustré dans Un amour de coccinelle, Les diamants sont éternels ou French Connection. Mais en réalité, il est presque faux de parler de chauffeur du camion, il serait plus approprié de parler du camion tout court. En effet, la mise en scène fait que le camion n'est plus présenté comme un véhicule, mais comme un personnage à part entière. À plusieurs reprises, il est vraiment montré comme un monstre, comme s'il avait sa propre conscience. Le film emprunte véritablement à 2 genres, le western et le film d'horreur. L'empreinte du western se ressent surtout visuellement parlant. D'abord, le décor est majoritairement aride et composé de canyons, et nous avons certaines scènes tirées directement de genre, comme la scène de bar. Le film d'horreur est surtout ressenti avec les codes du genre. Je l'ai souvent dit dans mes critiques, mais un bon film d'horreur passe par 3 étapes. Rendre la menace présente, mettre le personnage principal en difficulté et surprendre le spectateur. Ici, les 3 étapes sont censées se renouveler. Nous sommes constamment sur la route et on sait que le camion est là lui aussi. Le personnage n'a qu'une petite voiture et il nous est montré que même en vitesse, il ne fait pas le poids. Et évidemment, on ne peut pas vraiment savoir comment le camion va s'y prendre pour torturer notre héros. Pour ce qui est des effets spéciaux, pour l'époque, ce n'est pas mal du tout. Certes, aujourd'hui, ça peut paraître cheap, comme la caméra qui tremble ou certains plans, mais en sachant qu'il n'y a pas de fond vert et que tout le film se passe vraiment sur une autoroute, obligeant des effets spéciaux physiques, on peut retrouver des astuces très intéressantes. Bon, on ne va pas se mentir, le film a vraiment vieilli, que ce soit dans le montage, qui se permet quelquefois des astuces qui, je pense, même pour l'époque, n'étaient pas vraiment acceptées, ou par la musique qui ne se distingue pas vraiment et n'est pas vraiment marquante, si ce n'est un sympathique hommage à Psychose de Hitchcock, qui n'est pas étonnant de voir ici, puisque Spielberg voyait à la base cette histoire comme un scénario hitchcockien. Le scénario est assez simpliste. Il n'est pas complexe, ni compliqué, et suit une histoire très linéaire. C'est surtout la tension de la mise en scène qui va nous maintenir en haleine. J'y vois aussi un certain message sur la virilité et une démonstration de pourquoi axer notre supériorité en tant qu'être viril n'est en rien pertinent. Nous sommes face à 2 personnes dont l'une semble vouloir imposer sa supériorité parce qu'il a le plus gros engin, mais qui au final se fait battre par un engin plus faible dirigé par un personnage qui n'est pas du genre à s'imposer devant les plus forts, comme le démontre le dialogue avec sa femme. Au fond, je sais très bien ce que tu penses. Tu penses que mon rôle serait de téléphoner à Steve Anderson et de lui dire que je veux me battre contre lui pour lui faire regretter sa conduite d'hier soir. Si cela peut être seulement dû à l'interprétation, un dialogue en début de film le démontre bien que c'est un point essentiel, puisque c'est un dialogue avec un homme qui, en soi, a un problème parce qu'il sent avoir perdu sa virilité en laissant sa femme diriger le foyer. Je rappelle qu'on est en 1971. Êtes-vous chef de famille? Parce que
du jour où j'ai épousé la femme avec laquelle j'ai le malheur de vivre depuis 25 ans... Oh, monsieur... Non, c'est vrai, croyez-moi. Eh bien, j'ai perdu le statut de chef de famille. Tout ça parce que je reste à la maison. Je déteste travailler, j'ai horreur de sortir, de voir des gens, de devoir jouer des coudes pour gagner ma croûte et tout ça. Alors ma femme travaille et moi, je reste au foyer. Je m'occupe du ménage, des enfants, ce genre de choses, vous voyez. Et... En ce qui concerne les dialogues et les personnages, d'ailleurs, le film va surtout se concentrer sur la performance de Dennis Weaver, qui parvient à bien retranscrire toute la tension que la course-poursuite lui donne. Non seulement par les scènes de course-poursuite, bien sûr, mais aussi par les instants plus calmes où il va laisser son soulagement s'exprimer. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les autres personnages qui gravitent autour sont un peu cons. Ouais, désolé de vous embêter, mais j'ai besoin d'un coup de main. Quel genre de coup de main? Ouais, il faudrait qu'on me pousse. Pousser un bus avec une voiture, vraiment? La police. Oui, vous voyez ce camion? Nous ne voulons avoir d'ennui avec personne. Non, vous n'aurez pas d'ennui. Tout ce que je vous demande, c'est d'appeler la police. Eh ben, allons-nous-en. Qu'est-ce que tu peux bien cacher pour avoir peur d'appeler la police? Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Personne n'a vu la course avec le camion. Enfin, vous m'avez compris quoi. Que penser au final du film Duel? Eh bien, même s'il n'a pas très bien vieilli, il reste un bon film avec une bonne tension et une mise en scène très prenante. Ne serait-ce que pour le côté monstre du camion, il reste très intéressant à voir. Sur le baromètre, il est un beau film. Pour sa sortie cinéma, Spielberg a dû rajouter 3 scènes au film Duel de base. En effet, la version originale ne durait que 74 minutes, ce qui était trop court pour le format cinéma, et Universal a dû rajouter 3 scènes supplémentaires. La scène où David appelle sa femme, celle où il tente de faire redémarrer un bus scolaire, et celle où le camion tente de le pousser sous un train. Pour ma part, je trouve que les 2 dernières scènes s'intègrent plutôt bien dans le film. On reste dans ce paysage désertique et menaçant, et cela nous amène pas mal de tension pour certains passages. Par contre, la scène du téléphone... elle fait beaucoup trop artificielle à mon goût. À propos, la réalisation de la version téléfilm du film a pris 10 jours au total. Lors de la version cinéma, les producteurs ont laissé 3 jours supplémentaires à Spielberg pour rajouter des scènes supplémentaires, ce qui nous donne au total un nombre de 13 jours de réalisation, ce qui est ridicule en termes de durée de réalisation de film. Durant le film, on peut voir le reflet de Spielberg durant la séquence de la cabine téléphonique. Attention, maintenant. Si la Plymouth de David est rouge, c'est pour des raisons de visibilité. En effet, Spielberg voulait que cette voiture puisse être suivie de loin et donc l'a fait peindre en rouge. Si durant la majorité du film on voit un Peterbilt 281 de 1956, il faut savoir que 3 camions Peterbilt 281 ont été utilisés pour ce film. Celui de 1956, mais aussi de 2 de 1960. L'un étant utilisé comme doublure lorsque le premier était en panne, et le dernier pour les scènes supplémentaires pour la version cinéma. Pour la scène finale où le camion se jette dans le vide, il était prévu à la base qu'un système de blocage soit établi sur le camion pour qu'il aille en ligne droite. Sauf qu'il n'a jamais fonctionné. C'est alors que Carrie Loftin a décidé, bon, les gars, on va pas se faire chier, je vais me mettre au volant du camion et je me jetterai au dernier moment. Et c'est ce qui s'est passé. Heureusement que Carrie Loftin était déjà cascadeur professionnel. La série L'incroyable Hulk avec Lou Ferrigno a recyclé des plans de duel pour certains épisodes de la série sans l'accord de Spielberg. Ce dernier a donc exigé que plus aucune séquence de ces films ne soit liée à la série. Lors de la scène finale du duel, un effet sonore particulier est utilisé. Ce même effet sonore se retrouvera dans le film Les Dents de la Mer, au moment où le requin plonge. Cet effet n'a pas été placé là par hasard, puisque Spielberg avouera qu'il s'agissait d'un hommage au film qui a propulsé sa carrière, et qui a permis de réaliser Les Dents de la Mer. Par ce premier film, enfin un téléfilm, Spielberg se fait très largement remarquer. Cette publicité le propulsera sur les chemins du grand écran. Dans le prochain épisode, nous verrons ses vrais débuts dans le cinéma avec son tout premier film officiel sorti sur grand écran, Sugarland Express.